Pour définir ce à quoi je tiens absolument dans mon activité d'enseignement, le noyau du travail sur lequel je ne veux jamais revenir, c'est la relation entre le postulat de l'égalité des intelligences et l'école comme lieu d'émancipation. Alors, l'égalité des intelligences, le postulat, voilà le maître ignorant et Jacques Rancière, c'est à lui que je le dois. Donc, en maîtresse ignorante, mon travail ne consiste pas à transmettre des savoirs. Je le conçois comme un travail d'émancipation des élèves. Mais la relation est protéiforme entre les deux. Je pratique cette relation dans le cadre de l'école maternelle où je suis institutrice, mais je tiens qu'elle ait une portée générale pour toute l'école, du primaire à la fin du secondaire, de 3 à 18 ans au moins. Il est vrai que les habitudes de travail à l'école maternelle facilitent sans doute la pratique de cette relation. Pas d'enseignement frontal, mais des apprentissages différenciés pour des enfants répartis en petits groupes. Pas de leçons suivies des inévitables exercices de vérification, qu'on se garde bien de répéter quelques semaines plus tard pour ne pas être déçu. Les programmes officiels définissent pour l'école maternelle 5 domaines d'apprentissage. Donc je vous en donne l'intitulé officiel, qui sont mobiliser le langage dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire l'oral et l'écrit, agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité physique, agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques, acquérir les premiers outils mathématiques, ça recouvre découvrir les nombres et leur utilisation, découvrir des formes et des grandeurs et découvrir des suites organisées. Le 5e domaine, c'est explorer le monde, ce qui recouvre le temps, l'espace, le vivant, les objets et la matière. Il y a un 6e domaine qui concerne plus les attitudes des élèves, et la socialisation en fait, qui n'a pas vraiment de nom officiel et qu'on désigne souvent par apprendre ensemble et vivre ensemble. Dans ces domaines, les programmes listent des compétences, des savoir-faire et des connaissances à acquérir, mais contrairement à l'école élémentaire où les objectifs sont définis pour chaque année, en maternelle, nous avons encore, je ne sais pas pour combien de temps, nous disposons des 3 années pour y parvenir. C'est-à-dire qu'on nous fixe des objectifs à atteindre en fin de grande section. Ils sont fixés dès la petite section. Et surtout, le développement des enfants avec lesquels nous travaillons nous oblige à la transversalité entre les domaines. C'est-à-dire que jamais un contenu ne peut être totalement isolé. De décider qu'aujourd'hui on va apprendre un mot, c'est toujours dans des situations matérielles, concrètes. Alors, nos démarches pour amener les enfants à découvrir et comprendre sont très variées et très souvent relèvent d'une adaptation de notre part à ce que les enfants ont montré déjà savoir, ont montré désirer connaître, être prêts à comprendre. Toutes choses très variables selon les groupes et les années. Je peux dire que j'enseigne depuis 32 ans et que jusqu'à présent j'ai pu exercer ma liberté pédagogique. Alors c'est peut-être parce que j'ai essentiellement travaillé en maternelle, où il y a une moins forte pression sur l'acquisition de contenus très définis. Mais par exemple, je fais beaucoup de danse avec les enfants et je peux faire de la danse et si j'en ai envie, d'abord parce que j'adore ça et puis je peux démontrer qu'en dansant, ils ont appris à compter, qu'ils ont appris à se repérer dans l'espace et dans le temps, qu'ils ont appris à se responsabiliser et à coopérer, qu'ils ont appris à étudier leur squelette, savoir comment fonctionnaient leurs muscles et comment on pouvait les exercer. Ils ont aussi appris à imaginer des symbolisations pour noter une chorégraphie. C'est à partir d'un même thème ou d'un même sujet ou d'un même objet, on
on a en maternelle, je pense, encore la liberté de décliner toutes les compétences à acquérir. Voilà, donc c'est donc dans ce cadre que je pratique la relation entre le postulat des intelligences et l'école comme lieu d'émancipation. Et je pense que c'est un cadre facilitateur pour cela. Donc, affirmer le postulat de l'égalité des intelligences consiste à tenir que chaque enfant a la capacité de comprendre. Et cela, quelle que soit sa condition familiale et sociale. Comme institutrice, je m'adresse à cette capacité en chaque enfant de ma classe, sans la restreindre a priori au nom des distinctions institutionnelles des enfants en difficulté, à problème, à besoins spécifiques, en situation d'échec scolaire, etc. Ces classements sont insidieux et je les ignore. En particulier, je refuse de les alimenter pour les enfants de petite section, la première année de maternelle. Sauf bien sûr lorsqu'il s'agit de cas manifestement pathologiques, déjà reconnus, n'est-ce pas, par la crèche ou la PMI, et exigeant une réponse administrative spécifique, je ne transmets jamais aucun écrit, je ne rédige aucun signalement pour un enfant de petite section. Par principe, je laisse l'année complète à l'enfant pour faire son chemin. À la fin de l'année, le seul document écrit destiné d'abord aux parents, puis en fonction de transmission avec l'enseignant pour l'année suivante, consiste en une liste chronologique des compétences acquises dans chaque domaine. Je ne me prive pas bien sûr de parler de telle ou telle difficulté avec mes collègues, mais je me refuse à rédiger en cours d'année des rapports de signalisation d'un enfant entre 3 et 4 ans, destinés à faire appel à des intervenants, enseignants spécialisés, psychologues ou autres. Ajoutons aussi que ces écrits, on exige de plus en plus de nous pour nous couvrir, pour que personne ne puisse nous reprocher de ne pas avoir vu les problèmes les années suivantes, seraient d'autant plus vains que les aides possibles sont maintenant très difficiles à obtenir, au sein de l'école comme à l'extérieur. Et c'est ça par contre qui est très dommageable pour les enfants plus grands, ceux pour lesquels on n'a plus le temps de faire la distinction entre les difficultés passagères d'adaptation à l'école et des problèmes d'apprentissage réels. Quand je formule le but de mon travail, notamment pour les parents en début d'année, je dis que je veux parvenir à ce que les enfants ne me disent pas « je ne sais pas ». Bon, je ne sais pas compter jusqu'à 100, je ne sais pas dessiner un bonhomme, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire, c'est n'importe quoi en fait. Mais moi je veux qu'ils me disent « je ne sais pas encore ». C'est toute la différence. Les enfants ont bien conscience qu'il y a beaucoup de choses à savoir, et je tiens à construire avec eux la certitude qu'il est possible pour chacun d'accéder à ces savoirs. Dans l'idée aussi qu'il n'est jamais trop tôt pour prendre l'habitude d'imaginer des possibles. Pour cela, j'attache une importance particulière au fait que ma classe réunisse des enfants d'âges différents. J'ai beaucoup travaillé au sein de mon école pour convaincre mes collègues, les différentes directrices, la hiérarchie et les parents de l'intérêt des classes à double ou triple niveau. Notre école est maintenant connue pour ne presque jamais avoir de classe à niveau simple, à la grande satisfaction de tout le monde ou presque. Bien sûr, moi, ma préférence va aux classes réunissant les 3 niveaux, les petits, les moyens et les grands. C'est pour moi le moyen le plus simple pour que les enfants prennent conscience que l'apprentissage est un processus. Cela prend surtout une forme rétroactive quand les plus grands observent les plus petits et réalisent « Ah bon, j'étais comme ça. Ah, je découpais comme ça, moi, l'année dernière. » Et ils y sont très sensibles, c'est-à-dire que dans les classes, c'est souvent les petits, enfin les moyens ou les grands, qui viennent « Maîtresse, viens voir, lui, il y arrive maintenant, regarde. » Ou alors lui, il a parlé. Et ils sont très sensibles au progrès de tout le monde, c'est une chose vraiment qu'ils observent finement entre eux. Ils ont oublié comment ils étaient l'année précédente. D'abord, ils sont trop jeunes pour vraiment s'en souvenir. Et cette prise de conscience rétroactive leur donne confiance en leur capacité propre à évoluer. Pour tenir le postulat,
il faut que je pense mon travail comme ne se limitant pas à transmettre des savoirs. Si on se limite à cela, on pense pouvoir aller du simple au complexe, selon des ordonnancements préétablis, ne tenant absolument pas compte du fait que l'acquisition de savoir-faire, de compétences, de connaissances nouvelles, de savoir, relève d'un processus d'apprentissage, d'un cheminement individuel propre à chacun. En caricaturant un tout petit peu, en maternelle, la voie du simple au complexe pourrait revenir à apprendre à tracer des ronds en septembre, des traits en octobre, des chevals en novembre et être prêt à dessiner une fleur en décembre. En plus, c'est plus la saison. On aurait dû commencer à travailler le triangle pour être prêt pour les sapins. Mais... Alors, pour moi, mon travail consiste d'abord à montrer. Et si je suis maîtresse, c'est que ma fonction est aussi d'obliger à regarder. Montrer, c'est trouver sous quelle forme, avec quelle démarche, quel problème à résoudre on va susciter de la curiosité et l'envie d'apprendre un ou plusieurs des contenus définis dans les 5 domaines d'apprentissage. Car il s'agit bien de programme. En fait, souvent, il s'agit de séduire les enfants. Il faut déclencher un désir, une décision de l'élève, parce que dans l'apprentissage, en fait, l'acte de l'apprenant, de l'élève, est essentiel aussi. Et tout cela en tenant compte de l'imprévu, c'est-à-dire de la diversité des enfants, de leurs acquis ne relevant pas de l'école, de leur centre d'intérêt à un moment, des relations dans le groupe, des événements dans la classe et au-delà, etc. Pour vous donner un exemple, je prépare en amont par quels moyens les enfants vont pouvoir apprendre à trouver seuls l'encodage alphabétique d'un mot, et donc savoir l'écrire et le lire. Cela peut prendre la forme de propositions très variées pendant plusieurs mois avant. Je sais pas, par exemple, écrire des mots devant eux, faire des jeux de phonologie, construire un abécédaire dans la classe, produire des rimes, classer les prénoms par ordre alphabétique, etc. etc. Donc c'est un travail qui peut s'étaler sur plusieurs semaines, auquel j'ai beaucoup pensé. Par contre, le temps venu, je ne décide pas du mot qui va être proposé pour rechercher son écriture. Je pourrais partir de mots orthographiquement simples pour aller pas à pas vers des mots plus complexes. Je propose plutôt à la classe de décider ensemble de quels mots nous avons envie de connaître l'écriture, en relation avec nos intérêts en commun, et nous y travaillerons, même s'il est difficile. Il y a là un élément de surprise tout à fait vivifiant et dynamique pour le groupe et pour l'apprentissage. Ensuite, après avoir montré, proposé une première fois, on va recommencer, réessayer, répéter. Pour cela, on va diversifier les voies d'entrée pour un même apprentissage en sorte de créer chez l'enfant des connexions logiques. Cela permet à chacun de suivre son rythme, et si un enfant a loupé le premier train, le deuxième, et même couru après le troisième pour y monter avec difficulté, il peut être certain que l'attente sur le quai ne va pas durer, le prochain va passer. C'est pour cette raison que je crois que cette logique générale devrait s'étendre à tout l'enseignement sous forme de travail en atelier, de travail en parallèle et pas seulement en succession, de leçons latérales et pas seulement frontales. Il s'agit quand même d'une affirmation à défendre. Ce postulat ne va nullement de soi. On le voit bien au fait qu'il faut le défendre contre 3 types d'attaques. La première, il faut la défendre contre les gens persuadés du contraire, que les enfants ont des intelligences inégales et qu'ils font donc aider les enfants moins intelligents. Il faut la défendre aussi contre l'institution scolaire qui évalue les enfants de plus en plus, pour les trier, pour définir des besoins, une classification. Il y a ceux qui sont comme ci, il y a ceux qui sont comme ça, il y a tous les 10 quelque chose, et donc on a moins l'idée qu'on aurait affaire à juste des petits humains dotés d'un cerveau
avec lequel on a affaire est de moins en moins évidente. Il faut tout de suite les ranger. Et il faut se défendre aussi contre les effets. Ça, c'est quelque chose contre lequel je me bats depuis que ça existe. J'ai vite vu les effets que ça aurait. Les effets délétères de la loi d'inclusion de Ségolène Royal, qui impose la présence d'enfants handicapés dans les classes, sans avoir pris la peine de penser la capacité à inclure, du corps obligé à être incluant. C'est pas du tout... on refuse pas du tout d'accueillir des enfants handicapés dans nos classes, c'est pas la question. La question, c'est qu'il y a un moment où on devrait avoir, nous aussi, de notre côté, un espace pour dire quelles sont les limites à cet accueil, et ça n'existe pas, en fait. Donc la loi qui consiste, au bout du compte, à caser à l'école les enfants qu'on ne prend pas le soin par ailleurs de soigner, parce qu'en fait, c'est ça que ça revient. Et en maternelle, on nous dit, vous pouvez le garder 1 an, même 2 ans encore. On a des enfants de 7 ans. En ce moment, on a des enfants de 7 ans à l'école maternelle parce qu'il n'y a aucune place pour accueillir l'enfant ailleurs. La conséquence en est que la fonction de l'école devient illisible, quelle que soit d'ailleurs la façon dont on définit cette fonction, comme lieu de transmission des savoirs, possible, ou comme lieu d'émancipation. Car il nous revient tous les ans d'essayer de nous justifier auprès des enfants de nos classes, qui constatent que nous avons renoncé à cette fonction pour certains de leurs camarades. Et ça, ils le constatent très vite aussi, même petits. Alors, l'émancipation. La difficulté propre est d'arriver à inscrire ce postulat dans le lieu école. Plutôt que de considérer que ce postulat ne pourrait se pratiquer en classe que contre l'école maternelle, je soutiens plutôt que ce lieu école est un lieu praticable d'émancipation de ses intelligences. L'enjeu de l'école comme lieu d'émancipation se joue non seulement dans les rapports à l'institution, mais aussi directement dans le rapport aux familles. Dans ma pratique, je définis très clairement le type de relation que je veux avoir avec les parents. C'est un cadre institutionnel. Une réunion en tout début d'année, au cours de laquelle j'expose les domaines d'apprentissage et les principaux projets qui me permettront de les aborder. C'est à ce moment-là aussi que je leur dis que mon but est que leurs enfants me disent « je ne sais pas encore » à la fin de l'année. Un rendez-vous individuel avec chacun d'eux en janvier et en juin pour faire le bilan des progressions de leur enfant. Chaque veille de vacances, des petits déjeuners dans la classe permettant de voir tous les travaux des enfants. Je ne convoque jamais les parents en cas de difficulté avec un élève. Je ne demande pas à les rencontrer pour parler de leur enfant. Sauf s'il y a un problème disciplinairement grave, et je demande alors à la directrice de convoquer une réunion administrative, situation qui reste quand même très rare encore en maternelle. Par contre, je suis convaincue de la nécessité que les enfants puissent sentir une cohérence et des relations de confiance entre la famille et l'école. C'est pourquoi les parents peuvent entrer dans la classe tous les matins, moment auquel nous pouvons échanger de façon courtoise et nous transmettre des informations nécessaires au bien-être de chaque enfant dans sa vie quotidienne. Le principe, pas d'autres réunions avec les parents que celles qui sont de nature institutionnelle, les parents ne sont pas les partenaires de mon travail, permet d'éviter que la classe ne soit envahie par les déterminations sociales. Il me faut les laisser de côté pour mieux saisir, dans le lieu et le moment de l'enseignement, l'enfant dans sa capacité propre, pas comme familialement handicapé et socialement victime. Bien sûr, il ne s'agit pas pour moi de nier ces déterminations familiales et sociales. L'enjeu est précisément que ma classe et plus largement l'école soient un lieu émancipé, autant que faire se peut, de ces déterminations sociales, précisément pour que l'enfant puisse également en émanciper sa propre intelligence, c'est-à-dire sa propre capacité à comprendre, à s'approprier les savoirs et connaissances qui lui seront indispensables. Dans la relation entre le postulat de l'égalité des intelligences et l'école comme lieu d'émancipation, le postulat est très général et l'école est très spécifique. Je tiens que le postulat est le socle et que constituer l'école comme lieu d'émancipation est la cible. Mon point se concentre ainsi sur ma manière spécifiquement scolaire de mettre le postulat général en pratique. Et donc mon point est de
tenir que l'école peut être, ici et maintenant, un lieu praticable d'émancipation des intelligences.